Bienvenue à tous. L'actualité africaine reste dominée par la République centrafricaine avec Michel Djotodia qui s'est autoproclamé président de la République centrafricaine. On en parle avec M. Benoît Yolama. Vous êtes analyste politique. Un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir associé à cet échange, puisque c'est la première fois que je suis sur le plateau de B1. Alors tout de suite, comment réagissez-vous face à ces situations? Et je crois que la première réaction que je pourrais présenter par rapport à la donne centrafricaine, c'est de condamner ces méthodes qui sont déjà dépassées, qui sont décriées presque un peu partout à travers le monde, et surtout lorsque cette méthode est appelée coup d'État. Et je crois que nous aurions souhaité que ce soit une victoire électorale, comme le cas en RDC, mais malheureusement, en Centrafrique, tous les pays presque qui ont été colonisés par la France, c'est un peu de guerre. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps, il y a eu le cas du Congo-Brazzaville, un président élu. La Centrafrique elle-même est entre Bozizé et Patassé, mais aussi un peu partout, Mali et consorts. C'est un peu une méthode qu'il faut certainement condamner, qui n'est pas si propre par rapport aux aspirations profondes du peuple de ces pays-là. Mais je pense que c'est une leçon que l'élite africaine est appelée à prendre avec beaucoup de sérieux, parce que sinon, on constaterait dans l'avenir que l'élite pourra être jetée dans la poubelle de l'histoire, puisqu'elle n'a pas pris ses responsabilités pour réorienter la situation de leur pays respectif. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui à Centrafrique doit aussi donner de la leçon à d'autres États de la sous-région pour qu'on change très bien les choses. Parce que si on n'a pas très bien changé les choses, et la conséquence, c'est que c'est le principe de Dieu qui sera appliqué, et dans la Bible, il est bien dit que qui tue par l'épée finit aussi à mourir par l'épée. Et c'est que l'ancien président centrafricain, le général François Bozizé venait de connaître, c'est effectivement ce qu'il avait posé comme acte contre l'ancien président qui est mort, le défunt Ange Félix Patassé. Et je crois que c'est autour de cela que nous devons réfléchir pour voir comment nous pouvons repenser la politique africaine, surtout de la rendre plus indépendante par rapport à d'autres nations. Comment la rendre plus indépendante selon vous? Pour la rendre plus indépendante, il faudrait d'abord une prise de conscience au niveau de l'élite, au niveau de la classe politique, mais aussi au niveau de la communauté internationale. Mais pour que la communauté internationale puisse changer, bouger et trouver des mots appropriés pour que la démocratie africaine aille de l'avant, il faudrait que sur le plan interne, nous prenions conscience de ce qu'il y a comme responsabilité. Sans cela, je crois qu'on continuera à vivre ces scénarios-là, ces spectacles-là, puisqu'à chaque occasion, il y a des pertes en vie humaine, il y a des pertes, même sur le plan financier, il y a des entreprises qui tombent presque en moule, en faillite, puisqu'elles ne savaient plus comment s'exprimer. Le plus important pour ces nations ou pour la Centrafrique, c'est qu'il faudrait que l'unité se prenne en charge. Sans cela, la France continuera à dicter sa loi, la France continuera à intervenir et un autre jour, peut-être un certain jour, vous pourriez attendre que la France a demandé d'une manière tout à fait ouverte le départ d'un tel ou tel président. Mais la France n'est pas si innocente dans ce qui se passe en Centrafrique. Je crois que cela, que nous allons en appeler à la prise de conscience collective des Africains. Sans cela, Senghor, même si il n'est plus encore vivant, pourra, dans sa tombe, regretter que tout ce qu'il a semé sur la négritude soit jeté comme ça, et c'est regrettable. Alors, est-ce qu'on peut donc parler d'une alternance au pouvoir pour accéder, la fin d'une alternance au pouvoir pour accéder à la présidence de la République centrafricaine? Oui, je crois qu'on ne peut même pas parler de l'alternance puisque la méthode est d'abord décriée, puisqu'elle est trop rudimentaire, elle est archaïque et inacceptable dans ce siècle présent. Mais je pense qu'il faudrait que nous puissions raisonner, réfléchir comment changer. J'ai suivi certains responsables politiques centrafricains sur la radio France Inter. Le discours que j'ai entendu m'a certainement impressionné, un beau discours. Vous sentez la force de l'élite, mais malheureusement, sur le terrain, ce qui s'est passé en Centrafrique, ça sera la répétition de ce qui a été déjà vécu par le passé. Et au Congo, par exemple, il y a eu moins de coups d'État. Lorsque vous prenez la Centrafrique, depuis son indépendance jusqu'à ce jour, il y a eu quand même plusieurs coups d'État qui dénotent une très mauvaise image. Mais très mauvaise image, mais du moins, il est quand même prêt, il a dit qu'il est prêt à collaborer avec les anciens membres du gouvernement Bozizé.
Oui, moi je ne crois pas d'abord s'ils sont en train de faire, puisque sur le plan interne, la donne est déjà tribale. Il y a deux communautés tribales ethniques bien identifiées qui voudraient absolument s'imposer. Et s'ils ne collaborent pas avec les anciens responsables du pouvoir bozizé, la conséquence, c'est que le pouvoir sera totalement tribalisé et dans l'avenir, ceux qui sont déjà mécontents pourront se réorganiser et contre-attaquer la Centrafrique. Donc, il a l'obligation à ce niveau-là de pouvoir mettre ensemble les couches sociales de son pays, parce que s'il ne le fait pas, c'est comme il est venu, c'est comme Bozizé est venu, chacun cherchera sa communauté pour revenir aux affaires. Et donc, il a l'obligation, en tout cas sur le plan politique et sociologique, de collaborer avec tous ceux qui ont fait partie de ce régime-là, parce qu'ils n'ont pas été que des médiocres. Il y a certains qui avaient des valeurs qui quand pouvaient même être récupérés. Quand même, oui, et je crois que c'est ce qu'il doit nécessairement faire, mais qu'il le fasse d'une manière tout à fait objective, comme l'a fait Mosé ici. Il a eu à pardonner tous les anciens mobutistes, ceux-là que nous appelions à l'époque des dinosaures, mais certains sont là, d'autres ont estimé mieux rester à l'extérieur, mais au moins qu'il accorde la liberté d'expression, par exemple, que nous avons ici au Congo, n'existe nulle part dans la sous-région. Mais s'il acceptait à libéraliser le média, à accepter que les autres puissent parler, il pourrait, d'une manière ou d'une autre, arriver à faire en soi son pouvoir. Ça va faire avancer les choses. Alors, la RDC est présente à Bangui à travers ses contingents au sein de la force militaire centrafricaine. Alors, comment devait réagir Kinshasa face à cet événement, selon vous? Oui, il faut dire tout de suite que Kinshasa a l'obligation de pouvoir suivre la politique au niveau de la sous-région. Mais on ne se cache pas des choses. Au niveau de la sous-région, Bozizé était déjà abandonné. Donc, le président gabonais, le président congolais, Denis Sassou Nguesso, tous deux ont donné déjà des messages qui avaient déjà une certaine autorité sur la gestion de la Centrafrique. Lorsque le rebelle attaque à plus de 150 km de Bangui, les forces de la CEMAC étaient là, la sous-région de l'Afrique centrale était là, et ces forces n'avaient même pas réagi. Et le rebelle ont progressé jusqu'à prendre la capitale. Il n'eût été peut-être la résistance des Sud-Africains, dont pratiquement 15 ou 11 d'entre eux sont tombés. Et je crois que la capitale aurait déjà été occupée depuis pratiquement 4 ou 5 jours déjà avant. Mais si cela avait empêché, la RDC ne peut pas parler en tant qu'État, la RDC va parler au niveau de la sous-région. Et la sous-région, la présidence ou les militaires de la sous-région, c'est le président Denis Sassou Nguesso qui a au moins la latitude de pouvoir engager la communauté. Vous avez entendu même parmi le média interposé que les anciens dignitaires du régime de M. Bozizé se seraient entrés au Congo. Certains sont au Congo. Ils se sont réfugiés aussi au sud de Bangui, dans le sud de Bangui aussi. Oui, c'est ce qui a été avancé. Moi, j'estime que ce sont des... Parce que lorsqu'on regarde la cartographie de la Centrafrique, on peut tout de suite s'imaginer que lorsqu'on traverse, on fait un pas en arrière, on est déjà au niveau des Zongo, et cela peut être possible que certaines dignités du régime de faim peuvent se retrouver dans la partie de la République démocratique du Congo. Mais je sais qu'il y a une réaction officielle. Alors ces derniers doivent se taire ou parler? Oui, je crois que le problème n'est pas de se taire de parler, c'est un voisin immédiat du Congo. Et le Congo, un pays qui est encore en guerre, il y a des petits mouvements rebelles un peu partout à travers le... partie est. Oui, pas nécessairement, parce que maintenant c'est le nord, pas nécessairement, c'est la Centrafrique, et donc à partir de la Centrafrique, vous entrez directement au niveau de la province orientale. Et lorsque vous entrez dans la province orientale, la conséquence c'est que et la province orientale et la province de l'Équateur sont deux provinces voisines de la République centrafricaine. S'il n'y a pas de garde-fous au niveau de la frontière, ceux qui ont fui, il y aura certainement des réfugiés, mais compte tenu de ce que nous appelons le droit humanitaire, on ne peut pas empêcher à ces réfugiés d'être sous le sol congolais, on doit les accueillir. Mais mais dans de bonnes conditions, il faudra aussi mettre des moyens, tout ça pour les accueillir, parce qu'il y a... Ce n'est pas au Congo, je crois qu'au niveau des Nations Unies, il y a une structure qu'on appelle les commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui pourra s'occuper de tous les déplacés, même ceux qui sont aussi chez nous. Alors, j'ai parlé des dignitaires centrafricains. Doivent-ils se taire ou parler par rapport à ces situations? Kinshasa va d'abord parler au niveau de la sous-région, puisque en dehors des contacts qui ont été pris bien avant, le président Kabila a été à Oyo
Et là, il a retrouvé avec lui le médiateur dans les conflits centrafricains, qui est le président Denis Sassou Nguesso. Avant qu'on ne parle des questions congolaises, je sais que cette question a été au moins parcourue, on a eu à échanger sur ça. Et la question, si elle a été traitée d'une manière tout à fait objective, je crois qu'il y avait déjà des consignes bien avant qu'on n'intervienne pas et que Bozizé devait partir. La France l'avait abandonné et tous les pays qui sont de l'obédience de la France ont l'obligation, un droit de respect envers le patron qui est la France, qui donne souvent les injonctions pour que tel ou tel président reste. Je crois qu'au niveau local et sur le plan interne, le Congo n'a pas grand-chose à dire, mais c'est un voisin. C'est l'attitude qu'aura présentée le nouveau pouvoir qui permettra au Congo de prendre des positions tout à fait claires. Mais à l'instant, je crois que c'est l'observance qui s'impose à la République. Alors pour terminer, un mot en économie avec le président chinois qui a entamé sa tournée en Afrique. Il va également passer par la République démocratique du Congo, Xi Jinping. Oui, et je crois qu'il faut saluer le passage du président chinois. Depuis Mao jusqu'au moment où nous parlons, le Congo a toujours eu des relations très appropriées, très propres avec la Chine. Mais le seul problème qu'il y a souvent entre le Congo et la Chine, c'est l'implication de l'Occident. Malheureusement, peut-être on va le dire et tout haut, c'est que l'Occident considère le Congo comme le grenier minier de l'Europe et de l'Occident. Et si le Congo arrive à sortir de ce statut qui lui a été déjà donné depuis 1885 lors de la conférence de Berlin, la conséquence est connue, et même maintenant nous avons des conséquences. On nous crée des rebelles qu'on peut facilement aider, et il y a des multinationales qui prennent le minerai congolais et qui repartent, et tantôt ce sont les anglo-saxons, tantôt ce sont certains Français. Vous avez entendu parler des minerais de sang, diamants de sang, coltan de sang. Donc ce sont ces choses-là qui mettent un peu mal à l'aise l'État congolais. Les relations économiques entre la Chine et le Congo pourront apporter des bénéfices assez importants à la République, puisqu'il faut non seulement reconstruire des routes et des hôpitaux comme on est en train de le faire aujourd'hui avec le président Kabila, mais je pense aussi qu'il faut préparer l'avenir. Et pour préparer l'avenir, vous avez ici, chez vous, je vois un grand studio, mais si vous collaborez avec les Chinois, vous pouvez élargir ce studio, le rendre encore plus moderne que ce que nous pensions. Je suis en train de dire ce que j'ai pu observer ici. Alors, et ce sol-là, entre le Congo et la Chine, si on y met un peu de moyens, je crois que la situation à laquelle nous traversons, nous pourrions la transformer, la changer d'une manière générale avec les Chinois. Mais malheureusement, les Occidentaux sont toujours en difficulté d'accepter que nous ayons des rapports qui ont un caractère égalitaire. Ils préfèrent prendre et créer une économie de rapine où les gens peuvent prendre facilement sans en payer un seul franc congolais. Et d'ailleurs, au détriment du peuple, de la population congolaise. Monsieur Benoît Olama, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle qu'on parlait du dossier République centrafricaine. Michel Djotodia est donc le nouveau président de la République centrafricaine. François Bozizé en fuite. Monsieur Benoît Olama était l'invité du journal. Merci encore une fois. Merci, madame.